Merci déjà à tous d'être là aujourd'hui. Donc avec ce qui s'est passé la semaine dernière et en fait l'élection de Donald Trump, j'ai hésité avec un autre titre qui aurait été commercé, le défi du 21e siècle, et pas que pour les pays occidentaux, mais en l'occurrence pour tout le monde. Mais finalement, on va parler de Chine aujourd'hui. Et juste, je vais rappeler un tout petit peu pour situer. En fait, j'ai passé 8 ans de ma vie en Chine en tant qu'enfant, mais bien sûr, j'y suis retournée dans l'ensemble de mes études. J'ai eu un parcours en France qui est très classique, c'est-à-dire que j'ai fait Sciences Po. Et ensuite, j'ai fait une thèse à l'Institut universitaire européen, du coup, qui est à la fois financée par la Commission européenne et par les États membres, en l'occurrence la France. Et pendant ma thèse, en fait, j'ai travaillé sur les contentieux commerciaux qui opposaient la Chine à l'Union européenne. Et ma question de recherche, c'était de savoir comment la Chine et l'Union européenne arrivaient en fait à désescalader leur conflit, alors que sur des sujets similaires, la Chine et les États-Unis partaient systématiquement au confrontationnel. Et donc j'ai travaillé sur des cas comme l'acier, les terres rares, le textile et les questions agricoles. Ensuite, j'ai travaillé du coup au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, où j'étais en charge de la coopération scientifique et technologique de la France avec la Chine. Et ensuite, je suis passée au ministère des Armées, où j'ai travaillé au sein de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et où je travaillais sur les sujets chinois, et notamment les questions de dépendance de la France dans les secteurs stratégiques vis-à-vis de la Chine. J'ai aujourd'hui une entreprise qui s'appelle du coup La Chiniste et qui fait un exercice du coup de vulgarisation toutes les semaines. Vous pouvez le consulter, c'est sur LinkedIn en accès tout à fait gratuit, où en fait je vulgarise des articles scientifiques qui existent sur la Chine, essentiellement sur les sujets qui m'intéressent, à savoir le commerce, la science, la technologie et les questions militaires. Voilà. Et donc du coup, on y va. Donc, au niveau de cette, si vous voulez, cette présentation, c'est une présentation qui est située. C'est-à-dire que quand je parle de nos intérêts, quand je parle de nous, en fait, je parle d'un certain type de pays occidentaux. En l'occurrence, je parle essentiellement de l'Union européenne, de ses États membres et également du Canada. D'accord ? Donc, il faut savoir que si on se positionnait différemment, en fait, ce que je vais dire aurait été différent. C'est important de le dire. Globalement, en fait, ce qui m'intéresse dans l'Union européenne et le Canada, c'est leur positionnement en termes de valeurs. Ce sont des démocraties. Ce sont également des économies de marché. Elles ont ça en commun. Ensuite, ce sont des puissances secondaires. Donc ça, c'est important de le dire, dans le sens où l'Union européenne est certes une puissance commerciale, mais c'est une puissance incomplète, dans le sens où ce n'est pas une puissance militaire du tout, hein, loin de là, d'accord, et encore moins une puissance politique. Le Canada, c'est un petit peu pareil. Et enfin, ce sont des membres de l'OTAN. La quasi-totalité des États membres de l'Union européenne le sont également. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui dans le commerce, c'est qu'on a un effet Chine, quoi qu'elle fasse. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire, globalement, la Chine, elle a un comportement dans le système international qui est problématique autant que le positionnement des États-Unis est problématique, si vous voulez. Elle n'est pas plus problématique dans le système international que les États-Unis le sont. La Chine, elle est réformiste dans le système, c'est-à-dire qu'elle souhaite modifier le système de l'intérieur. Son objectif, ce n'est pas de tout révolutionner comme pourrait le vouloir par exemple la Russie. Son objectif, ce n'est pas de dire ah ben, le système, on ne veut plus du tout du système multilatéral tel qu'on le connaît ou du commerce tel qu'on le connaît. Elle souhaite modifier le système à son avantage, comme toute grande puissance, en fait. Donc, elle a un comportement qui est similaire à celui des États-Unis. La difficulté de la Chine dans le système, c'est que le système commercial international est un système libéral et qu'elle-même est un régime qui est illibéral. D'accord ? Donc, quelque part, il y a une dissonance de valeurs, que ce soit au niveau politique ou économique, entre la Chine en tant qu'État, en tant qu'acteur majeur de ce système, et le système lui-même qui promeut un libéralisme économique et politique. Et ce qu'on voit dernièrement, je dirais dans la dernière dizaine d'années, c'est qu'en fait, les Américains ne supportent plus que la Chine fasse des gains dans ce système. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, le problème, c'est essentiellement un problème entre les États-Unis et la Chine, et globalement, c'est essentiellement un problème
américain. D'accord ? C'est-à-dire que pendant très longtemps, les États-Unis acceptaient, étaient relativement OK avec le fait que la Chine tire des bénéfices très importants de la mondialisation, d'accord ? Et notamment du fait qu'elle soit membre de l'Organisation mondiale du commerce depuis 2001. Mais dans les 10 dernières années, en fait, les États-Unis ne supportent plus que la Chine fasse le moindre gain dans ce système. Et donc, du coup, on a un vrai risque pour le système. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont en train de menacer de le quitter. Et le problème, c'est que quand on a la puissance majeure, la puissance principale d'un système qui dit « je vais quitter le système », il y a un risque d'effondrement de l'ensemble de l'ordre commercial international tel qu'on le connaît. Ça, c'est le contexte global. Le contexte des dernières années en commerce pour des États comme le Canada ou alors des institutions comme l'Union européenne, c'est que les relations diplomatiques avec la Chine se sont dégradées. D'accord ? Donc c'est la première chose. En fait, il y a une montée il y a un positionnement qui est plus assertif côté chinois et qui n'est pas toujours bien perçu, pas toujours perçu comme équitable du côté de l'Union européenne ou du côté de la Chine. On voit également que de plus en plus, on a une perception des thématiques sécuritaires dans le commerce qui étaient inexistantes jusque-là. Par exemple, pour vous donner une idée, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur les terres rares. À aucun moment, on a discuté de la question du fait que c'était problématique que l'Union européenne, par exemple, était très dépendante des terres rares chinoises. À l'époque, c'était un non-sujet. D'accord ? Aujourd'hui, c'est un sujet absolument central, d'accord ? La question des dépendances entre États. Et aujourd'hui, ça pose problème aux États occidentaux, les États de l'Union européenne, mais également le Canada, d'être très dépendants de la Chine. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'on estime qu'il y a un risque de conflit à échelle mondiale. On estime également qu'il y a un risque de chantage, en fait, ou de mise en difficulté économique à cause de ces dépendances. C'est assez intéressant quand même, parce que globalement, pendant très longtemps, ces dépendances, on les a créées pour éviter des guerres. D'accord ? L'Union européenne, la base de l'Union européenne, c'est vraiment l'idée de créer une dépendance entre l'industrie de l'acier française et allemande pour éviter qu'ils puissent se faire la guerre. D'accord ? Donc du coup, pendant très longtemps, en fait, le principe libéral qui a dominé le 20e, aujourd'hui, il est considéré comme vraiment problématique. Aujourd'hui, on considère que c'est un vrai risque d'être dépendant d'un autre État. D'accord ? Donc, ce qu'on a vu côté américain, côté européen, surtout ces deux-là, c'est des tentatives de dérisquage, d'accord ? Donc, alors pendant très longtemps, les Américains ont parlé de decoupling, et ensuite, dans un second temps, ils ont parlé de dérisquage. Qu'est-ce que c'est le dérisquage ? C'est l'idée de diversifier ses sources d'approvisionnement pour limiter justement cette dépendance vis-à-vis d'un acteur en particulier. D'accord ? Donc l'objectif, c'est vraiment de diversifier. Les Européens ont utilisé la voie naturelle. D'accord ? C'est-à-dire que globalement, ils ont dit nous souhaitons limiter les risques de cette dépendance et donc du coup, nous invitons les entreprises à diversifier leurs approvisionnements. Il y a vraiment une réflexion de ce genre et du coup, en fait, les imports chinois baissent, mais c'est quand même très très lent. Les Américains ont utilisé la voie forte, la voie illégale en commerce international, c'est-à-dire qu'ils ont imposé des tarifs extrêmement élevés sur les produits chinois. Et d'ailleurs, sur une gamme de plus en plus large de produits chinois, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 60% de la totalité des imports chinois qui subissent à l'arrivée sur le sol américain un tarif. Donc, c'est quand même extrêmement large. Et donc, du coup, eux, en fait, la baisse des importations chinoises a baissé de façon beaucoup plus importante. Donc, dans ce contexte, voilà, là, je vous montre. Donc, dans le tableau, on voit l'évolution de la part des importations en provenance de Chine pour les États-Unis, d'une part, donc c'est la ligne verte, et pour, en fait, l'Union européenne, l'UE27, d'autre part, donc c'est en pourcentage. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en 2013, par exemple, côté américain, il y avait à peu près 20%
de la totalité de ces importations qui venaient de Chine. Aujourd'hui, on tourne autour de 13%. Donc du coup, vous voyez, en l'espace de... Ça a commencé le moment où ça commence à baisser, c'est 2018. En l'espace de 6 ans, on a quand même perdu 7% d'importation. Enfin, c'est 7 points de pourcentage. Donc c'est quand même relativement conséquent. Vous voyez, côté européen, en fait, c'est beaucoup plus récent. C'est à peu près 2020-2021 qu'on observe une baisse. Et cette baisse, elle est lente, progressive, mais elle est effective. D'accord ? Donc, ce qu'on a vu dans le même temps, dans cette politique de dérisquage et en fait la sécurisation des relations commerciales entre États, en ce qui concerne l'Union européenne, mais c'est également le cas pour le Canada, on a vu une revitalisation des relations avec les États-Unis. D'accord ? Donc, les États-Unis, en fait, ils ont souhaité que l'ensemble des pays occidentaux en fait, se mettent derrière eux pour quelque part contrer la Chine au niveau commercial. C'était l'objectif et comme évidemment on avait des États, que ce soit le Canada ou l'Union européenne, qui étaient très dépendants des importations chinoises, du coup il a fallu les motiver. Voilà. Comment est-ce que les États-Unis sous Biden ont motivé les Européens à essayer de limiter, de dérisquer en fait leur économie? La première chose, ça a été la création de ce qu'on appelle le Trade and Technology Council, qui est en fait un espèce de forum où les Européens et les Américains se rencontrent, si vous voulez, en gros tous les ans, et où ils discutent en fait des contentieux en cours. D'accord ? Donc l'idée de ce forum-là, qui existe toujours, qui est toujours en cours, on va voir s'il va être maintenu, c'est pas sûr. Et globalement, c'est de dire, on va essayer en fait de discuter au niveau bilatéral de nos contentieux et essayer de les régler. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? C'est que tout simplement, si on regarde les choses d'un point de vue, si vous voulez, purement commercial, le premier compétiteur des États-Unis, c'est l'Union européenne. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas la Chine. Les États-Unis et l'Union européenne proposent à peu près le même genre de produits à l'export. Et donc, du coup, en fait, si vous voulez, c'est vraiment des acteurs qui sont en compétition. Avant, toute la question de sécurisation, quand on parlait des relations entre l'Union européenne et les États-Unis, on parlait de la bataille des titans. D'accord ? Si on regarde un petit peu dans l'histoire des contentieux de l'OMC, l'essentiel des contentieux de l'OMC sont entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc, quelque part, il a fallu trouver un moyen, et en fait, c'est le moyen qui a été trouvé, là, le Trade and Technology Council, d'essayer de régler ces problèmes pour que, quelque part, il puisse y avoir une unité sur une politique vis-à-vis de la Chine. Je tiens déjà à dire, je vais faire un petit spoiler, cette unité, elle n'a pas eu lieu, hein, d'accord ? Mais globalement, on a quand même des tentatives de dérisquage qui ont existé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite ? Ils ont abandonné des contentieux commerciaux qui dataient depuis, pour certains, plusieurs décennies, d'accord ? Le plus connu d'entre eux, c'est l'abandon du contentieux entre Airbus et Boeing, voilà, qui avait 17 ans d'âge, qui était clairement, on savait qu'il était là, on n'arrivait pas à passer outre, et en fait, c'est ce Trade and Technology Council, ces discussions bilatérales-là, et cette volonté-là américaine d'amener les Européens avec elle sur la question de la Chine, qui a permis quelque part à ce dossier d'être clos. D'accord ? Donc vous voyez, il y avait quand même, côté américain, dans cette administration Biden, une vraie volonté en fait de s'allier. Et ce qu'on a vu, ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment, d'un point de vue commercial, en bilatéral, on a une augmentation des importations de la part européenne des importations américaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près 25% des importations américaines viennent de l'UE. D'accord ? Donc du coup, c'est le quart, hein, et 25%, ce n'est pas l'arrondi, hein, c'est vraiment le chiffre. Donc du coup, on a vraiment un quart des importations américaines qui viennent de l'UE. Bien sûr, je vous parle de commerce de biens, hein, on ne parle pas d'autre chose. Et côté américain, on a eu une progression également de la part des importations américaines dans la totalité des importations de l'UE. Donc là, je vais vous donner un petit peu. Donc ça, c'est les plus gros importateurs aux États-Unis en pourcentage. Vous voyez la ligne verte, c'est l'Union européenne. Donc comme vous le voyez, en fait, vous avez la baisse des importations chinoises et globalement, vous avez quand même une augmentation lente mais stable
des exportations de l'UE. Ça se voit relativement peu, parce que souvent, en fait, les Américains, quand ils font des tableaux, c'est souvent eux qui font des tableaux sur leurs propres statistiques, leurs propres données, ils mettent l'Union européenne dans 27 États différenciés. D'accord ? Donc, du coup, parce que pour eux, ça ne fait pas sens, l'Union européenne, je pense, pour quand c'est à destination du grand public. Donc, du coup, on ne le voit jamais comme ça. Je ne suis pas en train de dire que les importations chinoises ont été substituées par des importations européennes. Mais par contre, l'Union européenne, on voit, prend de plus en plus de place en fait, en termes d'importation sur le marché américain. On voit que le Canada, c'est en dents de scie, mais que quand même, on est sur une dynamique quand même qui va vers le haut. En ce qui concerne l'Union européenne, on voit que la Chine, elle est toujours en fait la première exportatrice vers l'UE et de loin, hein, mais on voit que dans les dernières années, on a une baisse qui est lente quand même des importations vers l'Union européenne, alors que au contraire, on a une augmentation des importations en provenance des États-Unis. À nouveau, ce n'est pas une substitution directe, hein, d'accord ? Mais globalement, on a le souhait de plus commercer avec eux et ça se voit dans les chiffres. Donc les enjeux du commerce avec la Chine, à mon sens, ils sont triples. Enfin, les enjeux principaux pour les pays occidentaux, particulièrement des États comme l'Union européenne ou le Canada, on a d'abord l'enjeu technologique, donc je vais m'expliquer. Ensuite, l'enjeu bilatéral et enfin l'enjeu multilatéral. Donc, quand je parle d'enjeu multilatéral, c'est comment soutenir le système international, notamment basé sur le droit, et notamment le droit commercial. Donc, l'enjeu technologique, en fait, c'est ce qui fait peur à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en Chine, il y a eu une volonté, quelque part, de créer un continuum très serré entre la sphère civile de la recherche et la sphère militaire. On appelle ça, les Américains surtout, appellent ça la fusion civilo-militaire. En gros, ça veut dire que globalement, quand il y a une innovation qui est faite dans le secteur civil, dans une université civile, elle peut être, si elle est considérée comme suffisamment intéressante, le militaire peut s'en accaparer. D'accord ? Et en fait, en soi, ce genre de politique, il y a d'autres États, y compris des démocraties, qui font exactement la même chose. Hein. Mon propre pays, la France, par exemple, est spécialiste de ça. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, typiquement en France, l'État a 2 ans pour s'accaparer une technologie qui sort d'une université, d'accord ? Et notamment le militaire. Voilà. Donc, du coup, en soi, si vous voulez, cette politique-là chinoise, elle existe ailleurs, mais parce que c'est la Chine, okay, ça stresse tout le monde. Okay, donc, concrètement, c'est ça l'idée. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une montée en puissance très claire de l'appareil technologique chinois dans tous les domaines. D'accord ? Alors bien sûr, j'exclus sciences sociales, sciences humaines, okay, mais par contre, on est sur toutes les sciences dures, on a vraiment un appareil technologique chinois qui est très fort, qui est en train de monter en puissance, y compris dans la production de talents. On estime qu'en 2025, en fait, la Chine produira à peu près 3 fois plus de doctorants que les États-Unis. D'accord ? Donc, si vous imaginez, même à horizon de 10 ans, en fait, la capacité scientifique chinoise, très rapidement, en tout cas en termes d'hommes, va largement dépasser la capacité américaine. En fait, souvent, on a tendance, pour diverses raisons, à penser que parce que la Chine est un État autoritaire, qu'elle ne va pas réussir à avoir des capacités énormes scientifiques, parce que en fait, les scientifiques n'ont pas la liberté d'être créatifs. C'est souvent l'argument libéral de dire ça. Et en fait, globalement, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas du tout vrai. D'accord ? La Chine, c'est une très grande puissance scientifique aujourd'hui. Elle est vraiment en train de monter en puissance et c'est vraiment complètement... c'est pas regarder les faits en face.
que de dire que la Chine a énormément de retard, d'accord ? Il y a un indice qui paraît tous les ans, le classement mondial de l'innovation, qui peut être discuté, hein, d'accord ? Parce que c'est un agrégat d'indicateurs, mais globalement, on voit que la Chine, au fur et à mesure du temps, vraiment, elle monte, hein. Globalement, elle monte, et dans quelques années, c'est sûr, elle sera dans les premières places. Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, globalement, par exemple, moi qui ai travaillé en France à la coopération scientifique, tout le monde s'attend à ça. Hein, c'est évident pour tout le monde. Mais globalement, en fait, souvent en commerce, moi j'entends surtout cet argument-là de la part des États-Unis, c'est de dire, en fait, il faudrait limiter les exports vers la Chine qui contiennent de la haute technologie, parce que c'est là où, pour le moment, elle a quand même des difficultés à être autonome. Et à mon sens, en fait, c'est un peu essayer d'éteindre un feu avec 3 gouttes, là, ça ne sert à rien, dans le sens où, globalement, je pense que cette technologie-là, elle va l'obtenir assez rapidement. Et par ailleurs, il y a quand même des garde-fous, parce qu'il y a quand même des contrôles à l'export sur beaucoup de technologies duales, hein, que ce soit pour le Canada, que ce soit pour la Chine. Donc du coup, on est déjà dans un système où, globalement, y a des garde-fous qui existent, mais pour moi, en fait, ces technologies-là de grand public, la Chine va les acquérir dans les années à venir, et quelque part, il y a assez peu de sens à essayer de limiter le commerce. Moi, je pense qu'il y a une autre solution, parce que je pense que la Chine a des difficultés de talent dans les sciences, mais pas parce qu'elle n'a pas des bons scientifiques, pas parce qu'elle n'a pas des bons étudiants, mais parce qu'aujourd'hui, elle manque de cadres scientifiques. C'est-à-dire qu'elle manque de gens qui sont un peu seniors et qui sont capables, en fait, d'encadrer vraiment des très grosses, sur des très gros projets de recherche. Et donc, du coup, en fait, elle a des difficultés aujourd'hui à recruter sur ce domaine-là, et particulièrement dans le domaine de la science fondamentale. C'est-à-dire qu'on estime que le système chinois technologique, il va être très fort sur les TRL élevés. Est-ce que ça vous parle, le TRL ? Alors, c'est le Technology Readiness Level, c'est-à-dire le degré de maturité d'une technologie. On estime qu'une technologie, elle est mature quand elle est capable, en gros, d'être vendue ou de servir à quelque chose de très concret, d'accord ? Et en fait, pour vous donner une idée, une application sur votre iPhone, c'est un TRL de 9, donc le plus élevé, c'est vendu, c'est bon, alors que la formule mathématique, c'est un TRL 1, d'accord ? Donc la Chine, ses scientifiques sont extrêmement forts dans les TRL élevés, donc à partir de 7 à 9, clairement, et elle va être un peu moins forte pour le moment, mais je vous dis, dans 10 ans, ça ne sera plus une question, sur les TRL faibles qui vont de 1 à 3. Donc vraiment la science fondamentale, le bas du bas, en gros les maths. Voilà, les maths, sciences fondamentales, c'est-à-dire des gens qui vont réfléchir dans l'abstraction. Et en fait, si vous voulez, on estime, il y a beaucoup de chercheurs qui estiment que la prochaine technologie de rupture, en fait, on va la trouver en sciences fondamentales. D'accord ? Donc, si notre objectif, parce que ça peut se discuter aussi, si notre objectif, c'est d'essayer d'éviter que la Chine ait des technologies de rupture qu'elle puisse utiliser dans son cercle militaire, on a tout intérêt à limiter, en fait, sa capacité à accéder à des talents qui vont être en capacité, en fait, de trouver la technologie de rupture dans ces TRL bas. D'accord ? Donc, à mon sens, en fait, limiter les exports chinois de technologies, de haute technologie, ça peut avoir très peu d'impact. En tout cas, à mon sens, ça aura un impact à très court terme. Alors que le fait, globalement, d'essayer de limiter, en fait, le départ de nos talents à nous, parce que, par exemple, la France est très forte en maths. Hein. La France, elle va être très bonne, justement, sur le TRL très bas, parce que notre système, en fait, finance de façon très forte les sciences fondamentales qui sont des sciences qui sont non rentables.
D'accord ? La Chine, pour l'instant, a du mal à financer ces sciences-là. D'accord ? Elle s'y met petit à petit, mais par exemple, aujourd'hui, on estime que la science fondamentale, elle est financée en Chine entre 10 et 17 %, parce qu'on ne connaît pas les chiffres exacts. La France, c'est 67 %. Hein, d'accord ? Donc, vraiment, vous voyez, il y a du financement très, très fort, beaucoup plus fort pour l'instant dans les pays occidentaux qu'en Chine. Donc, du coup, protéger en fait, ces capacités-là, à mon sens, ça fait beaucoup plus de sens dans un cadre pour protéger cette sphère technologique que la question des limitations d'export de produits contenant de la technologie importante ou de la haute technologie. Ouais. Ouh là là. OK, alors la relation bilatérale. Donc du coup, en fait, globalement, aujourd'hui, une des difficultés, c'est que, en tout cas, en ce qui concerne l'Union européenne, pendant très longtemps, a fonctionné commercialement avec la Chine de façon différenciée. C'est-à-dire que la relation entre l'Union européenne et la Chine était très fortement institutionnalisée avec 3 piliers. Donc, un pilier commerce, que ça, d'accord ? Un pilier, ce qu'ils appellent les discussions de peuple à peuple, d'accord ? Et un pilier politique défense, d'accord ? Et l'objectif de ces 3 piliers, c'était d'éviter que les problèmes dans un pilier, en fait, viennent embêter les autres piliers, d'accord ? Donc, l'objectif de l'Union européenne et la Chine, à l'époque, en gros, c'était d'avoir un commerce sans problème. D'accord ? Et donc, du coup, de voir aucune difficulté politique, par exemple, qui puisse interférer avec le commerce européen. Depuis 2016, à peu près, ce n'est plus du tout le cas. D'accord ? Les questions politiques interagissent très fortement pour l'Union européenne dans ces discussions commerciales avec la Chine. Et en fait, je pense que donc, dans notre jargon, là, les gens qui font du commerce, on parle de issue linkage, c'est-à-dire que, en gros, dans une négociation, au lieu, par exemple, de négocier, je ne sais pas, des standards agricoles, on va dire, OK, pour les standards agricoles, ma position c'est la telle, mais par contre, en même temps qu'on négocie les standards agricoles, je veux qu'on discute des questions de droits de l'homme par rapport aux ethnies minoritaires en Chine. D'accord ? Le issue linkage, c'est le fait de, dans une même négociation, en fait, mêler différents sujets. En fait. Et donc, du coup, en fait, par exemple, les États-Unis font ça de façon systématique dans leur façon de fonctionner avec la Chine. Il y a en fait, ils mêlent vraiment le politique et l'économique, et ce depuis quasiment 20 ans. Hein. C'est déjà, sous Obama, c'était déjà comme ça. D'accord ? Donc, du coup, en fait, nous, avec l'Union européenne, on avait un système différent, et aujourd'hui, on est revenu à un issue linkage comme les États-Unis. Et en fait, je pense que globalement, il faudrait clarifier nos lignes rouges sur ces questions-là et voir ce qu'on a envie de faire. D'accord ? Est-ce qu'on a envie, en fait, d'avoir continuellement des blocages pour des questions politiques, ou est-ce que, en fait, on admet certains sujets et on n'en admet pas d'autres ? Tout simplement parce qu'il y a des sujets, en fait, on s'est rendu compte avec le temps, qui sont stériles. D'accord ? C'est-à-dire que les deux acteurs, ils ont des postures différentes sur des sujets. Ils ne comptent pas changer. D'accord ? Donc, est-ce que c'est intéressant d'inclure ces sujets ou non ? Et ça, c'est une vraie question. D'accord ? Moi, je n'ai pas la réponse. Hein, parce que d'un côté, je me dis, c'est stérile, effectivement. Et de l'autre côté, je me dis, ça ne fait pas sens de les sortir. Aujourd'hui, on a envie que ces questions-là, elles avancent. D'accord ? Les questions éthiques, par exemple, en ce qui concerne les pays occidentaux, les questions des droits de l'homme, par exemple, c'est des questions qui sont très importantes aussi par rapport à ce qu'on est, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, je pense que, personnellement, les bases de la relation diplomatique sont à revoir, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se comprend pas. Okay ? Par exemple, quand je travaillais au sein de l'État, il y avait une très grosse frustration vis-à-vis de la coopération avec la Chine, tout simplement parce que souvent, lors de coopération, il y avait un attendu côté chinois beaucoup de cérémonies en grande pompe pour, quelque part, montrer qu'on coopère. Donc, il y a à la fois la coopération en elle-même et l'image de la coopération qu'on veut donner à l'extérieur. D'accord ? Et en fait,
pour la Chine, en tout cas dans le travail que moi j'ai fait, c'était quelque chose qui était très important. Souvent plus important que la coopération elle-même. Alors, pourquoi? Parce que la France, c'est un tout petit pays. D'accord? La Chine, la France, enfin, comment dire, c'est pas qu'elle s'en fiche, mais on est quand même dans une posture, si vous voulez, de déséquilibre complet de puissance. Donc du coup, en fait, la Chine, dans la plupart des coopérations que j'ai vues, que ce soit des coopérations dures et des coopérations plus soft, donc par exemple des coopérations scientifiques, des coopérations culturelles, mais aussi des coopérations, par exemple, dans le domaine militaire, bah, globalement, l'objectif côté chinois, c'était souvent de montrer qu'on coopère. Donc les photos, le côté cérémonial, le côté d'être accueilli. Et en fait, de l'autre côté, côté français, souvent dans les coopérations, on a des gens enfin vraiment des fonctionnaires, souvent qui ont envie de faire avancer des projets. Vous voyez? Donc du coup, qui ont envie, par exemple, je dis n'importe quoi, quand les chercheurs qui travaillent sur l'environnement, de faire avancer des sujets très spécifiques. Et en fait, souvent, face à ce côté décorum, diplomatie, ils étaient insatisfaits. D'accord? Donc je pense qu'il y a une réflexion vraiment à avoir, parce que je pense concrètement qu'on ne peut pas ne pas coopérer avec la Chine. Soyons clairs, d'accord? Donc du coup, je pense qu'il y a une réflexion à avoir des deux côtés sur comment on coopère et comment on fonctionne. Parce que clairement, pour le moment, en fait, il y a de la frustration des deux côtés. Parce que, par exemple, ça m'est arrivé, hein, des fois, la France décidait que non, en fait, les cérémonies, c'est bon, là, on en a marre. Et côté chinois, ça bloquait complet. D'accord? Donc, du coup, vraiment, il y a une réflexion à avoir sur quels sont les attendus, qu'est-ce qu'on est prêt à donner et qu'est-ce qu'on attend en échange. D'accord? Aujourd'hui, je trouve que on coopère, ça se passe mal, globalement, mais il n'y a pas de réflexion sur qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant avec les relations commerciales, c'est que souvent, elles se font sans qu'on ait trop à se dire grand-chose. D'ailleurs, le Canada a connu ça, parce que pendant une très grave crise diplomatique qui a duré 2 ans, vous avez eu un commerce avec la Chine qui n'a jamais été aussi bon. Donc, du coup, vous voyez, le commerce est souvent un peu à part sur ces questions-là. Mais globalement, moi, j'ai tendance à dire que en bilatéral, c'est nécessaire d'avoir une diplomatie dure. Pourquoi? Parce que, en fait, le bilatéral permet de discuter derrière des portes closes. Donc, à mon sens, la question de l'image, en fait, elle est secondaire dans le cadre d'une relation bilatérale. Et donc, du coup, à mon sens, je suis assez favorable à une diplomatie assez dure, où, en fait, on se dit les choses. Alors, je sais que ce n'est pas du tout les façons de faire de la Chine, mais la Chine l'accepte de la part d'autres puissances. Hein. Donc, du coup, quelque part, pourquoi pas? D'accord? Je vous dirai comment on contrebalance après. Je pense aussi qu'il faut être assez clair sur le fait que la Chine est un coopérant aujourd'hui pour les pays occidentaux, beaucoup plus qu'elle n'est un partenaire. D'accord? La question, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'image, le fait que la Chine voulait souvent donner l'image qu'on coopère avec elle, que c'était très important. Souvent, c'est lié au fait que, je pense, qu'elle saisit qu'il y a un problème entre ce qui est dit et ce qui est fait. D'accord? C'est-à-dire que les régimes occidentaux, les pays occidentaux, en tout cas les pays de l'Union européenne et le Canada, coopèrent avec la Chine parce qu'il faut coopérer avec la Chine, parce qu'on ne peut pas passer outre. Okay, parce que c'est un tellement gros acteur qu'on ne peut pas passer outre. Mais pour autant, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de coopération de cœur. Okay? Et je pense sincèrement qu'en fait, on peut coopérer sans le cœur, okay, tout en se respectant. D'accord? Et je pense que c'est à ça qu'il faut aboutir. Je ne suis pas sûre qu'on va y arriver, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'idée. Et je pense qu'on peut arriver à quelque chose en étant assez clair sur nos intentions, d'accord? Sans être méprisant, on est bien d'accord, parce que c'est souvent un des gros problèmes des pays occidentaux. La dernière chose, et ça c'est un petit peu un nudge que je vous donne, c'est que c'est hyper important de préserver une expertise sur la Chine dans nos pays, d'accord? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la sécurisation
de notre relation avec ce pays, parce qu'on n'est pas content de la façon dont elle se comporte, on n'aime pas ses valeurs, enfin il y a plein de choses, et bien en fait, globalement, on donne de moins en moins envie aux étudiants de se tourner vers cet État, d'accord, d'en apprendre la langue. En France, c'est absolument... si vous voulez, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Hein, d'accord, les chiffres sont en dégringolade complète. On a le coréen, le japonais qui montent en flèche, le chinois qui s'écroule. Moi, quand j'étais étudiante, c'était les HSK. Aujourd'hui, les étudiants ils retournent tous à l'étude du chinois en caractère traditionnel. Enfin, si vous voulez, il y a vraiment une politisation de cette sphère-là. Et autant personnellement, je n'ai rien contre la politisation de la sphère, mais ce que j'observe quand même qui est vraiment problématique, c'est qu'à mon sens, dans 10 ans, si on continue comme ça, on ne connaîtra plus la Chine. Et pour moi, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est rationnel, quoi. Il faut absolument qu'on ait des gens qui soient en capacité de discuter avec elle, qui soient en capacité de la comprendre, aussi de remettre les choses dans leur contexte. Je veux dire, par exemple, moi, les journalistes, ils présentent la Chine d'une certaine façon. Moi, j'y ai vécu pendant des années. Si vous voulez, le gros dragon qui arrive, qui écrase tout sur son passage, qui est très efficace, ça c'est un mythe, d'accord ? C'est pas quelque chose qui est réel, d'accord ? Et en fait, le fait de déconstruire la Chine, d'être en capacité de le faire, de dire, bah oui, là-dessus elle est forte, là, vraiment pas terrible, et en fait, de pouvoir dire ça, ça donne à la fois une capacité d'action qui est beaucoup plus en lien avec les faits. D'accord ? Et si vous voulez, à mon sens, c'est absolument indispensable dans toutes les sphères. Donc, du coup, ça c'est dans la relation bilatérale, je pense que vraiment préserver cette expertise et l'encourager, c'est-à-dire réussir à réhabiliter quelque part suffisamment l'image de la Chine pour que nos étudiants aient envie en fait, d'en apprendre la langue, de la comprendre, c'est vraiment quelque chose de primordial. La dernière chose, c'est le multilatéral. Donc le multilatéral, de quoi je parle ? Je parle de l'ordre international commercial, essentiellement basé sur le droit, d'accord ? Et en fait, à mon sens, aujourd'hui, particulièrement avec Trump, il est extrêmement à risque pour différentes raisons. La raison principale, à mon sens, c'est que, bon, déjà, Trump, depuis 2018, et puis l'administration Biden qui a suivi, a mis en place tout un tas de tarifs, d'accord, donc de sanctions contre les produits chinois, qui ne sont pas légales, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles contreviennent au droit commercial international. Et pour le moment, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais pour moi, dans le programme de Trump, il y a quelque chose qui me semble absolument problématique, qui s'appelle le Reciprocal Trade Act, dont il a parlé en 2023 et qu'il a présenté récemment. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, la base, la règle essentielle du système international tel qu'on le connaît en commerce, c'est basé sur la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire que moi, je commerce avec vous, et vous devez me donner le tarif de votre meilleur copain. D'accord ? La personne, enfin en tout cas l'État avec qui vous commercez et qui a le taux le plus bas. D'accord ? Donc ça, c'est la base. Et il faut savoir que dans ce système, tous les États ne sont pas égaux. C'est-à-dire que vous avez des États qui sont des nations souvent développées, des économies de marché qui sont reconnues pour ça et qui, quelque part, ont l'obligation de mettre des taux très faibles, alors que les États beaucoup plus pauvres, beaucoup moins développés, sont en capacité de mettre des tarifs très élevés pour protéger, si vous voulez, leur marché interne et leur production. D'accord ? Donc, du coup, on a des catégories de pays. D'ailleurs, la Chine, aujourd'hui, est considérée comme un État en développement au sein de ces catégorisations, ce qui est très contesté. Mais au-delà de ça, Trump souhaite mettre fin, en fait, à ce système. Le Reciprocal Trade Act, l'objectif, c'est de dire, OK, je vais mettre, en fait, les mêmes tarifs que la personne en face sur un produit en particulier. Donc, par exemple, je vous dis n'importe quoi, si les États-Unis veulent aller au Vietnam
et que le Vietnam, pour protéger son marché des produits américains, a, je dis n'importe quoi, 30% de tarifs sur un produit en particulier. Les Américains vont mettre 30% de tarifs sur ce produit-là, en provenance du Vietnam. Okay. Donc du coup, en gros, c'est le système, si vous voulez, la base du système international tel qu'on la connaît, hein, tout le monde dans cette salle n'a connu que ça, sûrement, et bien en fait, elle est très à risque avec Trump, okay, à cause de, au-delà des tarifs, à cause de ça. Et en fait, moi, c'est là que je pense qu'il y a matière à travailler avec la Chine. Alors, je vous explique. Je pense que la Chine tire énormément parti du système international tel qu'il est conçu au sein de l'Organisation mondiale du commerce et le droit commercial international tel qu'il est exercé aujourd'hui. D'ailleurs, les études économiques montrent que c'est l'État qui a le plus bénéficié du fait d'être membre de l'OMC dans toute l'histoire de l'OMC, en gros. Donc clairement, la Chine tire un profit énorme. On estime, il y a beaucoup d'économistes qui disent que la Chine n'en serait pas là où elle est aujourd'hui si elle n'était pas devenue membre de l'OMC. C'est quelque chose avec lequel il y a peu de contestation, si vous voulez. Et donc du coup, je pense que, en fait, si vous voulez, il y a déjà eu un peu, vu que Trump, ce n'est pas la première fois qu'il arrive, lors de son premier mandat, il avait refusé de nommer des juges à la cour d'appel de l'organisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Je vais y arriver. En fait, si vous voulez, donc l'Organisation mondiale du commerce, elle négocie du droit commercial international avec tous les membres. Et ensuite, une fois que c'est négocié et signé, les États, s'ils se rendent compte qu'il y a un autre État signataire qui ne suit pas les règles, en fait, il y a une espèce de petite cour où ils peuvent porter plainte. D'accord ? Donc, ils portent plainte. La Cour rend un verdict. Ce verdict n'est pas juridiquement contraignant. L'État, par exemple, l'État qui est accusé et du coup condamné par la Cour, il n'est pas content. Il passe à la Cour d'appel. Et là, par contre, ce que dit la Cour d'appel, la décision de la Cour d'appel est juridiquement contraignante. Ce qu'a fait Trump, c'est qu'il a décidé de ne pas nommer les juges américains à la cour d'appel. Et donc, du coup, si vous voulez, le système judiciaire, entre guillemets, ou le système qui permet l'application du droit commercial international, a été mis à mal par Trump, parce qu'aujourd'hui, en fait, un État qui n'est pas content avec la décision de la Cour, il a juste à porter plainte, à dire qu'il fait appel, et là, il n'y a plus de contentieux, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Cour, enfin, voilà. Donc, du coup, quand il y a eu ça, il y a des États, dont la Chine, l'Union européenne, je dis c'est pas un État, hein, mais l'Union européenne, c'est le membre au sein de l'OMC. Donc, l'Union européenne, et il me semble le Canada et d'autres, ont décidé de créer une cour d'appel sur la base du volontariat. Donc, si vous voulez, déjà, il y avait un fort soutien, quelque part, à ce multilatéralisme et à ce système, en fait, de la part d'États et du coup, des intérêts convergents avec la Chine. Et j'ai envie de dire, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, quand même, quand il y en a, il faut y aller. D'accord ? Donc par contre, je pense que c'est absolument nécessaire de prendre l'initiative. C'est-à-dire que, typiquement, l'Union européenne et le Canada, c'est des États qui ont un très fort intérêt à maintenir le système multilatéral, d'accord, commercial. Pourquoi ? Parce qu'ils en bénéficient, mais aussi parce que c'est des États qui, sans multilatéralisme, en fait, cessent d'exister. D'accord ? Donc, du coup, c'est très important, à mon sens, de continuer de soutenir ce système et d'être à l'initiative, c'est-à-dire de proposer à la Chine des choses pour le soutien du système. D'accord ? Mais pour que, si vous voulez, ça aille dans notre sens, il faut vraiment que ce soit l'Union européenne et le Canada qui proposent. Je pense que c'est très important pour qu'on évite justement des tentatives de modification du système par la Chine. D'accord ? Qu'elle prenne avantage de ça pour le modifier à son avantage. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est très important d'adopter une diplomatie douce avec la Chine. C'est-à-dire, par exemple, d'être justement, de lui donner souvent ce qu'elle demande, c'est-à-dire, en tout cas dans ma thèse, c'était très clair, il y avait un souhait d'être reconnu comme une grande puissance par les autres puissances du système. Et donc, du coup, c'est quelque chose, cette question d'image, elle est assez importante en fait, et elle est assez centrale. Donc du coup, quand je parle de diplomatie douce, c'est à la fois une coopération sur les sujets
commun, mais c'est également en fait une politique d'image, c'est-à-dire de dire, ben voilà, la Chine, elle veut bien coopérer avec nous sur ces sujets-là, donc on coopère avec elle. Et en fait, être assez clair là-dessus. D'accord ? Jusqu'ici, c'était un peu, OK, on va faire des trucs avec la Chine, mais par contre, surtout, on n'en parle pas. Enfin voilà, il y avait ce genre de choses pour éviter des conflits avec les Américains. Et je pense que clairement, en fait, on a un intérêt, nous, clair, en fait, à soutenir. Et je pense qu'il y a des positions qui sont tenables en commun avec la Chine. La dernière chose, et je vais insister là-dessus, c'est que dans le cadre du multilatéral, c'est super important qu'on respecte les règles. D'accord, je ne veux pas faire un flic, là, ce n'est pas mon objectif, mais vraiment, je ne voudrais pas pointer du doigt qui que ce soit, mais dernièrement, il y a un État qui pourtant prône le multilatéralisme très fort et qui pourtant a mis en place des sanctions contre la Chine qui ressemblaient très fortement aux sanctions américaines qui sont considérées comme globalement illégales dans le système. Donc, je vais vous donner un tout petit exemple parce que du coup c'est le même sujet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Union européenne récemment a porté des sanctions contre la Chine sur les véhicules électriques. Alors, et en fait, le Canada a fait exactement la même chose en septembre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la nature des sanctions posées sont différentes. D'accord ? Donc, en quoi c'est différent ? Donc, côté UE, l'UE a un énorme marché du véhicule électrique. Okay. Pourquoi ? Parce que c'est des petites distances, hein, c'est pas comme chez vous là. Donc du coup, globalement, en fait, le véhicule électrique a un avenir chez nous. Il y a plein de bornes de recharge, et puis en plus, voilà, la majorité des gens font moins de 20 km, d'accord ? Donc du coup, globalement, il y a de quoi faire. Et en fait, la part d'importation des véhicules chinois, de véhicules électriques, est autour de 20%. D'accord ? Donc, du coup, c'est très conséquent. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Europe, il y a beaucoup de constructeurs automobiles. Hein, voilà. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait potentiellement un problème avec les subventions, je vais y venir, ça fait une distorsion de marché. Cette distorsion de marché, elle est avérée. Ça fait mal au secteur automobile européen. D'accord ? Et ce qui est problématique, ce n'est pas que la Chine soit compétitive sur ce secteur. Ce qui est problématique, c'est que la Chine soit subventionnée à l'export. Okay ? Et qu'en fait, son système industriel serait subventionné depuis des dizaines d'années pour pouvoir ensuite exporter massivement ce produit. En tout cas, c'est ce qu'a conclu l'Union européenne dans un document qui est complètement public. D'accord ? C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Union européenne, elle a fait une étude, elle a demandé des choses à des constructeurs chinois qui ne lui ont pas donné. Donc, du coup, elle a fait des estimations. Et à partir de ces estimations, elle a estimé que, en fait, la Chine avait clairement subventionné le secteur. D'où, ensuite, les sanctions. Sauf que quand, en fait, l'Union européenne a annoncé les sanctions, ces sanctions étaient négociables. C'est-à-dire que la Chine pouvait venir à la table des négociations et dire, OK, alors je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, moi je vous amène tel élément qui montre que en fait, vous avez eu tort sur votre évaluation, et donc du coup, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas appliquer ces sanctions, et je vous laisse imaginer que, étant donné que maintenant les sanctions sont officielles, du coup, ils n'ont pas été convaincus côté européen, mais en tout cas, dans le process, c'était possible, et ça a été fait. Ensuite, c'est prévisible, c'est-à-dire que l'Union européenne annonce les sanctions en juillet et elles s'appliquent à partir de décembre. D'accord ? Donc, il y a quand même un temps qui permet, entre guillemets, une certaine adaptation. Et enfin, ces sanctions sont OMC compatibles, c'est-à-dire que la Chine peut tout à fait porter plainte à l'Organisation mondiale du commerce en disant qu'il y a un vice de procédure, un problème, enfin quelque chose qui ne lui convient pas, c'est tout à fait possible. Et en fait, elles sont OK avec les conditions qu'émet l'Organisation mondiale du commerce pour pouvoir sanctionner un pays ou contre-sanctionner un pays. Côté États-Unis et côté canadien, sur le même secteur d'activité, les véhicules électriques, on n'est pas du tout sur les mêmes sanctions. D'accord ? La première chose, c'est qu'il n'y a pas de préjudice avéré. À mon sens, c'est ça le plus problématique. D'accord ? C'est-à-dire qu'au Canada, le marché du véhicule électrique est quasi inexistant.
d'accord, pour différentes raisons. La première chose, c'est l'autonomie des batteries et le fait qu'il n'y a pas de bande de recharge. D'accord ? Donc aujourd'hui, acheter un véhicule électrique, uniquement électrique au Canada, c'est un peu suicidaire. Hein. Mais du coup, globalement, il y a des difficultés dans l'émergence de ce marché. On estime qu'en provenance de Chine, il y avait à peu près un petit peu moins de 3000 véhicules importés en 2023. D'accord ? Donc on parle de chiffres, si vous voulez, c'est vraiment ridicule. Okay ? Et donc du coup, il n'y a pas de préjudice à ce secteur. Et donc du coup, qu'est-ce que fait le Canada ? Le Canada dit potentiellement, mes constructeurs vont vouloir se lancer sur le segment du véhicule électrique et en prévention, je mets un tarif à 100% sur l'importation de véhicules chinois. Ça, c'est pas légal dans les petits livres de l'Organisation mondiale du commerce. On n'a pas le droit de faire ça, d'accord ? On a le droit de mettre en place des sanctions de représailles uniquement quand, en fait, on a très mal. D'accord ? En général, le seuil, il est très élevé. D'accord ? Là, rien du tout. Okay ? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est indiscutable. C'est-à-dire que le Canada décide, ça s'applique, c'est fini. Okay ? La troisième chose, c'est que c'est imprévisible. Souvent, c'est assez politique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a une situation où les Américains ils font un peu pression. D'accord ? Le Canada, il ne sait pas trop quoi faire et hop, sanctions. OK ? Et du coup, je comprends, c'est le voisin. Hein. Quand c'est le voisin, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais globalement, c'est imprévisible et c'est très difficile d'avoir une idée de qu'est-ce qui sera sanctionné ensuite. Okay ? Ça donne un peu cette idée-là. Dernière chose, c'est du coup la conclusion, c'est que ce n'est pas du tout compatible avec les règles de l'OMC. D'accord ? Donc pour conclure sur l'ensemble des choses que je viens de dire, je pense que sur la question technologique qui est souvent soulevée, sur la question commerciale avec la Chine, en fait c'est sur, à mon sens, la coopération scientifique qu'il faut agir beaucoup plus que sur la restriction de nos exports vers la Chine en matière de haute technologie. Je pense vraiment que ça a peut-être un impact à court terme, mais à long terme, c'est quelque chose qui ne va pas avoir un impact très important. Sur le bilatéral, je pense vraiment qu'il faut réfléchir et discuter en fait, des fondements de nos relations diplomatiques au-delà du commerce. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je pense que c'est satisfaisant pour personne, que ce soit côté chinois ou côté occidental. Et je pense que dans le cadre des relations, entre guillemets, privées, bilatérales, on est en capacité, je pense, de se dire les choses. D'accord ? J'ai entendu souvent le discours des officiels chinois qui disaient « oui, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça et tout ». La Chine est aujourd'hui intégrée depuis très longtemps dans le système international. D'accord ? Donc, du coup, je pense qu'elle est en capacité, comme elle le fait avec les Américains d'ailleurs, d'avoir des discussions assez, si vous voulez, carte sur table, comme on dirait chez nous. Je pense que c'est quelque chose qu'elle est tout à fait en capacité de faire, en tout cas derrière les murs d'une relation bilatérale. Et enfin, dans le multilatéral, je pense qu'il y a vraiment des perches à saisir, en fait, parce que si vous voulez, en fait, au sein du système multilatéral international, il y a 3 acteurs principaux qui sont l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Et ce n'est pas du tout dans le bon ordre. En fait, si vous voulez, la première puissance commerciale au monde, c'est l'Union européenne. La seconde, c'est la Chine. La troisième, c'est les États-Unis. D'accord ? Donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec elle et justement de jouer de cette puissance pour pouvoir sauvegarder notre système. Parce que là, je vois beaucoup d'analyses qui disent si les États-Unis ils arrêtent, tout le monde va arrêter. En fait, non. En fait, si vous voulez, il y a quand même 2 autres acteurs hyper importants qui, en fait, soutiennent le multilatéralisme. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense que vraiment le Canada a vraiment très, très intérêt à se joindre à ce genre d'initiative, tout simplement parce que, en termes commerciaux, ce n'est pas non plus un énorme État, mais par contre, c'est un État qui bénéficie énormément du multilatéralisme. D'accord ? Et qui aurait, je pense, pas grand intérêt à être coincé avec son voisin. Donc, du coup, se joindre à ce genre de choses, je pense que c'est très intéressant. C'est dans ce cadre-là, je pense vraiment qu'on peut utiliser des méthodes qui vont donner un peu des points de réputation à la Chine. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est possible. Et voilà, je vous remercie et j'attends vos questions. Merci infiniment, Camille.
On est un peu surpris d'apprendre que le Canada suit les États-Unis comme ça. Là, on est plusieurs à tomber complètement des nues. Je suppose qu'il va y avoir des questions. Alors, une, deux. Alors, merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante. J'ai deux questions. Pour revenir aux élections américaines, si vous regardez l'Internet chinois, les experts chinois, ils ne semblent absolument pas inquiets, en tout cas pas un point de vue des élections, enfin des résultats des élections. Puis la présence d'Elon Musk à côté donc, de Donald Trump, y compris dans les photos de famille qu'on a tous découvert, semble les rassurer en quelque sorte parce qu'Elon Musk, il a des intérêts en Chine qui sont très importants. Est-ce que vous pouvez commenter donc, cette réaction de la Chine, y compris réaction officielle, qui est très mesurée, qui est très finalement neutre? Puis ma deuxième question, c'est sur l'effet de l'environnement. Vous avez parlé de mise en place des tarifs douaniers, des sanctions, etc. par les États-Unis, par l'Union européenne. Dans quelle mesure la mise en place de ces sanctions-là va entraîner les autres pays, comme la Turquie, Mexique, d'autres pays dans le monde global, de mettre en place les mêmes sanctions et les mêmes tarifs douaniers ou quelque chose de semblable, parce qu'ils sont aussi intéressés par protéger leur marché national des produits chinois divers. Alors, sur la première question, ce que moi, en tout cas, j'ai lu, c'est qu'en fait, effectivement, ça fait longtemps que, en tout cas, l'hypothèse est prise en compte. C'est-à-dire que côté chinois, contrairement au côté français, où on s'attendait à ce que ça soit Harris, voilà, et j'ai jamais entendu à la radio, par exemple, quelqu'un dire non, mais attendez, voilà. Nous, on a été surpris. Côté chinois, ils n'ont pas été surpris. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau, donc, par contre, je pense que clairement, il y a quand même, en tout cas en ce qui concerne les tarifs, un peu d'affolement. Hein. Je pense, dans le sens où c'est pas un affolement complet, dans le sens où ils s'y attendaient, mais quand même, ils savent que ça va être très disruptif. C'est-à-dire qu'on estime que la Chine, ou en tout cas les exportateurs chinois, ont réussi en grande partie à absorber les taxes de Trump 1 et de Biden, puisque c'était des taxes qui allaient essentiellement entre 7 et 25%. Et en fait, comme il y avait déjà une marge conséquente sur les produits, du coup, ils absorbaient en partie la sanction, ce qui leur permettait de ne pas varier énormément en termes de prix sur les marchés américains et donc du coup de soutenir la demande. 60% de tarifs, si vous voulez, c'est obligatoire là, que ça soit disruptif pour les produits chinois. C'est-à-dire que 60%, ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 60%. 60%, c'est impossible d'absorber. D'accord ? Vous êtes obligé de répercuter sur les prix. Et quand vous répercutez sur les prix et que vos importations sont déjà en baisse, en fait, globalement, vous allez être en chute libre. Pour autant, la Chine, elle a d'autres marchés possibles, d'accord ? Donc ça, c'est quand même important. Et je pense que la Chine, enfin moi j'ai lu à 2 reprises des experts chinois des États-Unis qui disaient « Ah ben en fait, la bonne nouvelle de Trump, c'est que ça va nous permettre de rediscuter avec les Européens. » Parce que, évidemment, vous imaginez, les exports chinois vers les États-Unis sont sensiblement les mêmes que les exports chinois vers l'Union européenne en termes de type de produits. Et donc, du coup, c'est des marchés qui, sans même, se substituent plutôt pas mal. Okay ? Et donc, du coup, l'Union européenne, et ça, il y a des équipes entières qui prévoient depuis longtemps, en fait, l'arrivée de Trump, qui, en fait, c'est leur crainte principale. C'est de commencer à avoir, si vous voulez, vraiment la Chine dans le coup, là, qui vraiment fait pression énormément pour augmenter ses capacités d'export vers l'Union européenne. Donc ça, c'est la première chose. À mon sens, en fait, c'était prévisible. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, la Chine, ça reste un marché d'export. Les États-Unis, ce n'est pas son premier marché d'export, mais quand même, c'est un marché d'export conséquent. Donc, du coup, à mon sens, il y a quand même un petit vent de panique là. Parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais les chiffres de la consommation intérieure chinoise sont catastrophiques. D'accord ? Ils ne montrent pas du tout, si vous voulez, des sensibilités à la hausse.
pas du tout. Donc du coup, en fait, la Chine, même si potentiellement là, elle va mettre en place tout un tas de choses en interne pour augmenter cette confiance en l'avenir, en fait, et la capacité de la consommation chinoise de se développer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et en fait, pour l'instant, elle est quand même à moins de 5% de croissance. Hein. En Chine, moins de 5% de croissance, c'est compliqué. D'accord ? C'est compliqué de redistribuer avec moins de 5% de croissance. On le voit parce que nous, on est pareil. D'accord ? Donc, en Chine, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, je pense qu'il y a un petit vent de panique. La deuxième question, l'effet d'entraînement, je pense que c'est fort possible, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis assez attachée à la question procédurale et justement pas les tarifs dans tous les sens pour tout, pour rien. Parce qu'en fait, si on a effectivement des tarifs dans tous les sens comme les Américains le font, en fait, notre droit commercial international, il ne sert plus à rien. On est dans une ère complètement protectionniste. Et donc, du coup, bah, voilà quoi, je veux dire, c'est tout. Et en fait, je pense que c'est quelque chose... aujourd'hui, le système multilatéral, il est effectivement très, très positif, essentiellement pour les très gros acteurs. La Chine, l'Union européenne et les États qui soutiennent le multilatéralisme et le libéralisme économique. Mais pas forcément pour tout le monde. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un jeu dangereux possible avec des puissances commerciales secondaires qui pourraient commencer vraiment à adopter des tarifs assez conséquents. Merci beaucoup. Yachine ? Merci beaucoup pour votre présentation, vous avez vraiment beaucoup appris. Mais en fait, j'ai une question à vous poser parce que dans votre présentation, vous avez dit on doit coopérer avec la Chine. Je pense que votre position est très claire, vous êtes très symétrique. Donc en fait, moi, j'aimerais bien savoir, parce que j'ai l'impression que cet argument-là part plutôt d'une hypothèse selon laquelle la Chine ne veut pas changer le monde. Elle ne veut pas changer le système libéral, elle veut plus justement faire des réformes. Mais donc, si on coopère, par exemple, on peut avoir les États-Unis ou l'Union européenne avec la Chine, à quel point, par exemple, on peut tolérer les avances de la Chine. Par exemple, un jour, par exemple, si la Chine devient la première puissance mondiale, est-ce qu'on peut tolérer cela? Un jour, si la Chine attaque Taïwan, est-ce qu'on peut encore coopérer avec la Chine à ce point-là? Donc, je pense que la question que tous les pays occidentaux doivent se poser, c'est que, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut tolérer qu'un régime autoritaire devient vraiment la première puissance et puis c'est les États-Unis et avec ce pays-là on doit coopérer, on doit encore avoir des échanges culturels, la technologie. Donc c'est plutôt, je pense que c'est impossible de politiser ou sécuriser les choses, surtout la Chine aussi devient de plus en plus agressive, pas seulement envers les Occidentaux, mais aussi avec ses voisins en Russie. Particulièrement avec ses voisins, effectivement. Globalement, moi je suis d'accord. Enfin, moi, je pense que, si vous voulez, ce que je vous présente, c'est dans le cadre d'un contexte en particulier, c'est-à-dire la Chine, deuxième puissance mondiale. Là, pour l'instant, la Chine, elle n'est clairement pas première, hein, et elle a encore pas mal de marge. Je pense que, si vous voulez, à mon sens, en tout cas, il y a un effet de réalisme. C'est-à-dire que, pour le moment, en tout cas, dans la façon dont on vit, dans la façon dont on décide si vous voulez, de vivre, hein, même ce qu'on achète, comment on vit nos vies, la Chine est incontournable. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on arrête effectivement de commercer avec elle et dans ce cas-là on change de mode de vie, ou alors il va falloir très rapidement trouver des alternatives qui ne sont pas si évidentes. Soit la deuxième possibilité, c'est de faire un espèce de club des pays libéraux. D'accord ? Et globalement, l'idée, je pense, de Biden, c'était un petit peu ça. D'accord ? C'était l'idée d'essayer de commercer de plus en plus avec d'autres États libéraux et de mettre un petit peu la Chine de côté. D'accord ? Moi, je pense que... après, c'est peut-être une posture stricte, mais je pense qu'on n'a pas intérêt à couper les relations. Pour autant, moi, je suis favorable à des postures assez dures. D'accord ? C'est pour ça que je vous disais il faut une diplomatie dure dans la relation bilatérale. C'est-à-dire que je pense effectivement que, contrairement à ce que la Chine souhaite, il faut qu'on continue de discuter en fait des questions des droits de l'homme et des problèmes de droits de l'homme qu'elle a chez elle. Et la question de Taïwan ne doit pas être un tabou. Et en fait, je pense qu'elle doit très clairement connaître nos lignes rouges si nous en avons. L'Union européenne n'en a pas. D'accord ? Mais par contre, les États-Unis, pour le moment, en a. D'accord ? Mais soyons clairs, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Non, mais
je suis pas sûre. En fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui me fait un peu fondamentalement peur, c'est la perte de contact. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que ça serve nos intérêts de ne plus parler à la Chine. Je n'ai pas l'impression que dans l'histoire, couper les relations, ça a amené à plus de paix. Pour autant, je pense que, par exemple, garder la Chine ancrée dans le système multilatéral, garder la Chine dépendante dans une certaine mesure de nos marchés, mais aussi, si vous voulez, de tout un tas de choses, du lien avec le monde, quelque part, ça la limite. Parce que si on arrête de lui parler et qu'elle continue dans sa trajectoire de puissance, en fait, au bout d'un moment, elle fera exactement ce qu'elle veut. Enfin, je pense que, en fait, je suis d'accord avec votre interrogation. Parce que c'est quelque chose auquel, des fois, je ne dors pas la nuit pour ça. mais je ne suis pas sûre pour le moment que rompre les liens, y compris lorsqu'on a des désaccords sur les valeurs aussi forts, ça soit une bonne façon de faire. Après, je n'ai pas la vérité, je ne sais pas. Merci infiniment. Il y avait Harry et Madame, et juste avant, je voudrais juste dire un petit mot en lien avec ce que la réponse donnée à Yacine, c'est justement le fait de continuer à maintenir un lien avec la Chine. Il me semble que pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'on soit deux en général, et que nous, on veuille établir un lien avec la Chine, c'est une chose, mais notamment quand on parlait de Taïwan, comme vous le savez, quand on établit des liens avec Taïwan, à ce moment-là, souvent, on se retrouve avec une fin de non-recevoir, on se fait mettre de côté, la raison pour laquelle on a des relations diplomatiques avec la Chine ou avec Taïwan, mais pas les deux en même temps. Donc, est-ce que, et ça semble plein de bon sens, le fait de vouloir mieux la connaître et tout, mais est-ce qu'elle veut que si on établit des liens, notamment avec Taïwan ou avec d'autres, s'engager dans certains sujets qui peuvent être considérés par elle comme des lignes rouges, eh bien, on ne va pas se faire dire, nous on veut bien, mais elle ne veut pas forcément. Je pense que la Chine, aujourd'hui, n'est pas dans une position où elle peut se permettre d'envoyer tout le monde bouler, d'accord ? Mais pour autant, je pense qu'effectivement, Taïwan, c'est complètement une ligne rouge. Ce n'est pas complètement une ligne rouge dans la discussion avec la Chine. Par contre, la reconnaissance officielle de Taïwan, ça c'est la ligne rouge complète. Moi, ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais en France, par exemple, je fais partie des gens qui sont favorables au statut actuel. C'est-à-dire, je pense que ce n'est pas aller dans le sens de Taïwan que de la reconnaître. Ça, je pense que mettre encore plus l'accent sur ce qui se passe là-bas, sur, si vous voulez, les risques extérieurs qui viennent de l'extérieur, que ce soit des États-Unis ou d'autres pays, c'est pas lui rendre un service. Donc du coup, je suis plutôt favorable à la situation actuelle, par exemple la situation diplomatique française. Ce que je vois de différent, c'est que du coup, avant, c'était pas discuté, cette question-là. Aujourd'hui, c'est très fortement discuté. D'accord ? Donc au sein du gouvernement français, c'est vraiment une question, alors que pendant des décennies et des décennies, ça ne l'a pas été. Après, je pense aussi que je ne suis pas optimiste au point de dire on va dissuader la Chine dans une discussion bilatérale d'envahir Taïwan. Je ne pense pas ça. Mais par contre, je pense qu'on peut ne pas reconnaître Taïwan tout en lui disant que si jamais elle envahit, il y aura des conséquences. Et c'est plutôt ma position. Après, je sais que, par exemple, quand j'étais au ministère des Armées, c'était très tendu sur ce sujet. Mais moi, je pense pour l'instant, en tout cas, que c'est la meilleure posture à adopter pour le moment. On a Harry. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai bien aimé vos points de vue sur les relations entre la Chine, les États-Unis et le système multilatéral. Peut-être que je suis un peu moins optimiste, si possible, du futur multilatéral à ce moment-ci. Donc, pour quelques raisons. Donc, premièrement, vous avez bien évoqué que Trump, par exemple, a décidé de ne pas renouveler les juges dans l'ample body de l'OMC. Mais naturellement, le premier qui a commencé était Obama. Donc, après ça, c'est Trump, Biden a continué. Et je dois même dire que, probablement, si on regarde le complet, que Biden, dans cette politique de commerce, était encore plus agressif
que Trump. Donc, Trump avait mis la guerre commerciale en place, mais en soi, Biden a continué tous les tarifs douaniers, donc ça a continué. Et de plus, il a commencé à mettre beaucoup d'actions dans le secteur des semi-conducteurs, le secteur des véhicules électriques. Le techno-nationalisme était énormément fort. Et donc ça, sans doute, va continuer après aussi. Donc, on voit déjà que pour les États-Unis, eux, ils ont décidé que les systèmes qui existent maintenant ne fonctionnent pas pour la cohabitation avec la Chine. Moi aussi, et nous avons écrit un article dans la presse où nous avons aussi vu un peu la décision du Canada de mettre des tarifs douaniers sur les véhicules électriques, un peu comme plutôt pour suivre les États-Unis, pour démontrer aux États-Unis que pendant un moment où il y a aussi l'élection aux États-Unis, que nous sommes avec eux. C'est assez intéressant de voir que Sullivan, le jour avant la décision, est allé voir le Premier ministre et le ministre pour leur convaincre de faire un peu la même chose. Donc, c'était assez clair. Donc, on voit du côté américain et Canada, entre autres, une ligne de plus en plus dure. On le voit d'un autre côté aussi, la Chine, ce qu'eux évoquent, c'est, regarde, nous suivons les règles, à peu près. Donc, les États-Unis n'est pas contents parce que nous gagnons pendant que nous suivons les règles. Nous voulons donc que les règles sont maintenues et peut-être un peu adaptées vers nos normes. Et naturellement, tu as l'Inde et les autres pays qui disent « Ok, mais nous sommes un peu d'accord, on ne veut pas que c'est justement les États-Unis qui va indiquer comment le tout fonctionne. » Donc, dans un système où tout va être décidé avec consensus, où on commence à voir ces lignes dures un peu partout, ça devient difficile et surtout naturellement, Trump la dernière fois avait déjà décidé de se retirer du World Health Organization. Il était prêt à vraiment pousser fort pour que la directrice générale de l'OMC ne serait pas identifiée. Donc, on va voir où on est dans quelques années avec les systèmes multilatéraux. Donc là, on pourrait avoir le Canada et l'Europe qui seraient un peu douces dans la diplomatie, mais ce n'est qu'une partie des pays. Est-ce que c'est suffisant? Verrons, mais ça sera compliqué. Est-ce que tu avais une question à ce sujet? Non, mais je suis d'accord en fait. Moi, j'ai une petite passion en fait pour l'Organisation mondiale du commerce. Hein. J'ai commencé en 4e année à Sciences Po, je commence à m'intéresser à l'OMC et aujourd'hui je fais toujours ça. Vraiment, j'adore cette institution et j'adore ce qu'elle promeut et tout. Donc du coup, quelque part, je me dis peut-être j'ai juste pas envie qu'elle disparaisse là, mais c'est vrai qu'il y a énormément de force contre elle. Je suis d'accord que la sortie pure et simple des États-Unis de l'OMC, ça serait une catastrophe absolue. Et là, ce que je propose, parce que le thème c'était commercer un défi, c'est quand même que je pense qu'il y a beaucoup d'États, y compris des très gros des États dans le système, qui bénéficient énormément du système et qui préféreraient que le système continue sur une base de droit. Donc du coup, mon idée, c'est quand même que, en fait, si vous voulez, on peut, en gros, ne pas être d'accord avec la Chine sur tout un tas de trucs, y compris être très dur au niveau bilatéral, pour autant reconnaître qu'on a des intérêts communs au niveau multi et soutenir ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Je ne dis pas que ça va être fait, parce que je pense que ça va être très compliqué, ça c'est clair, et je pense effectivement que le retrait du soutien des États-Unis risque de faire exploser le système, mais en même temps, je pense que ça fait quand même, si vous voulez, il y a une forme de legacy. Ça fait très longtemps qu'on fonctionne comme ça, en fait. Du jour au lendemain, revenir à quelque chose de complètement mercantiliste, œil pour œil, dent pour dent, enfin, ça va aussi énormément compliquer les choses. Je ne dis pas que c'est impossible, je pense que c'est tout à fait possible, mais en fait, je pense quand même qu'il y a des États qui vont se rendre compte que ça ne facilite pas. Aujourd'hui, on a des tels flux
commerciaux, sur quelque chose de mercantiliste, si vous voulez, ça va vraiment mettre quand même un coup d'arrêt. Je ne suis pas sûre que tout le monde en bénéficie. J'espère. Mais après, je vous dis, à nouveau, c'est du wishful thinking. Là, c'est vraiment pour moi quelque chose auquel on peut réfléchir. Parce que souvent, je vois mes collègues, quand ils présentent le futur des relations entre les pays occidentaux et la Chine, c'est quand même assez glauque hein, quand on regarde. Et je pense que sur cette question-là, il y a quand même vraiment matière à coopérer. Déjà, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, j'avais deux questions. Premièrement, au niveau historique de la cause du conflit, est-ce qu'on sait si c'est toujours une conséquence de la guerre froide, parce que comme vous l'avez dit, c'est limite plus politique que commercial, ou est-ce qu'on a dépassé ça et c'est plus en mode une guerre face à qui sera la première puissance mondiale? Et ma deuxième question, c'est au niveau justement des véhicules électriques. Si je dis pas de bêtises, les batteries justement des véhicules électriques américains, en fait, sont chinoises. Ils n'ont pas la technologie nécessaire en Amérique pour faire leurs propres batteries. Mais du coup, est-ce que ce serait pas vraiment contre-productif de sanctionner la Chine par rapport aux tarifs de leurs importations? Parce que du coup, en conséquence, les véhicules américains aussi vont énormément augmenter leur prix. Oui, vous avez raison. C'est ça qui va se passer. Donc, votre première question, pourquoi un conflit? Okay. Alors, est-ce que c'est lié à la guerre froide? Alors, je ne l'aurais pas présenté comme ça. D'accord? Je pense que, si vous voulez, il y a un peu un conflit. À mon sens, le cœur du problème, c'est ce que la Chine est. D'accord? C'est-à-dire un régime autoritaire et une économie qui n'est pas une économie de marché. Voilà. Et en fait, si vous voulez, quand elle est troisième, quatrième, seconde, c'est OK. Si elle devient première, ça va plus du tout. Si vous voulez, il y a quelque chose, si vous voulez, pour les États qui aujourd'hui ont construit ce système, ont soutenu ce système, qui sont les gagnants de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même quelque chose de difficilement envisageable. Je pense que, en fait, ce qui est un peu dramatique, à mon sens, dans cette affaire-là, c'est que ça ne dépend pas de ce que la Chine fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une espèce de situation où même si elle se comportait parfaitement, ce qu'elle ne fait pas, en fait, elle serait très contestée. Parce que les États occidentaux, et pas que d'ailleurs, qui sont derrière elle, ils ont peur de ce qu'elle va faire du système. À raison. D'accord? Parce que quand on est première puissance mondiale, on voit les États-Unis, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Donc, du coup, la question, par exemple, pour un Européen, c'est qui tu préfères? Est-ce que tu préfères les États-Unis ou tu préfères la Chine en tant que première puissance mondiale? Je pense que la réponse est assez claire, en fait. Et si vous voulez, c'est vraiment, à mon sens, une question un peu presque identitaire. Et je pense qu'il y a un chercheur américain là, récemment qui a dit, en fait, il y aura vraiment un conflit quand la Chine se rendra compte que quoi qu'elle fasse, en fait, elle n'arrivera jamais à être acceptée comme première puissance mondiale. Et je pense que c'est assez juste comme perception des choses. C'est-à-dire que, globalement, elle cherche à monter dans un système. Là, par exemple, en termes de commerce, il y a plein de trucs qu'elle ne fait pas, mais il y a aussi plein de trucs qu'elle fait. Par exemple, quand on parle, je vous parlais des organisations mondiales du commerce, l'application des règles de droit après les contentieux, la Chine, globalement, elle applique plutôt pas mal. La course qu'elle dit, vraiment plutôt pas mal. L'Union européenne et les États-Unis, pas trop du tout. D'accord? Donc, du coup, vous voyez, il y a quand même cette tension-là. Et ce qui est problématique, c'est que je pense que quoi qu'elle fasse, même si elle venait à se comporter parfaitement, en fait, elle n'y arrivera jamais. Et en fait, je pense que tant soit elle change de régime, soit, en fait, quoi qu'elle fasse, quelque part, il va y avoir vraiment une résistance côté occidental à sa montée en puissance. Donc, par exemple, je vous remercie, c'est vraiment intéressant cette présentation. Ah, je ne crois pas qu'on a fait. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la différence d'action de l'Union européenne et les États-Unis envers la Chine. Est-ce que vous pensez que ces différences-là, dans l'approche, notamment des sanctions et tout, impactent la crédibilité de l'Occident au-dessus de la Chine? Et est-ce que la Chine observe une fragilité dans la position et la coordination de l'Occident en sa faveur?
J'ai pas entendu la dernière partie de votre phrase. Est-ce que la Chine observe une fragilité dans la position de l'Occident Parce qu'ils sont des positions différentes. Ok. Alors, je pense pas. Je pense que la Chine, elle, d'un point de vue sécuritaire, elle considère l'Occident comme un tout. D'accord. Par contre, en termes commerciaux, pas du tout. Okay, c'est vraiment des entités différenciées avec qui elle a des façons de commercer, façons de faire qui sont différentes. Par exemple, avec l'Union européenne, eh ben, elle fait plein de petites discussions thématiques sur tout un tas de trucs. Ils se réunissent tous les ans, c'est super institutionnalisé. Les gens, ils se connaissent. Avec les États-Unis, c'est des trucs au niveau... Systématiquement, les négociations, elles se font au niveau très, très, très haut. D'accord, c'est très formel. Vous voyez, il y a vraiment une différence de façon de faire, façon de procéder, très clairement. Et d'ailleurs, ça s'est vu là récemment, les véhicules électriques, la Chine, elle a sanctionné l'Union européenne, mais franchement, pas du tout à hauteur de ce qu'elle pourrait faire. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est quand même acceptable comme process par rapport aux sanctions unilatérales américaines ou canadiennes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas décider de contrer, hein, elle l'a fait. Là, elle commence à envisager des sanctions contre la filière laitière. Elle a déjà sanctionné ce qu'ils appellent les brandy français, donc en gros le cognac. Enfin, voilà, elle fait des choses symboliques pour le moment qui, en gros, impactent uniquement la France et l'Espagne, mais elle pourrait aller beaucoup plus loin et elle ne le fait pas. Donc, du coup, je pense qu'il y a quand même une façon différenciée de les considérer. Et par contre, c'est ce que vous dites, c'est vrai en termes sécuritaires. C'est-à-dire que vraiment, pour la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, au niveau sécuritaire, c'est la même chose. C'est l'OTAN, c'est la même logique. Monsieur. Bien. Merci beaucoup de la conférence. Ah, c'est ça. Donc c'est juste une question sur. Mais en fait, vraiment, les véhicules électriques, par exemple, parce que en fait, ça devient plusieurs enjeux, parce que c'est aussi des minéraux de terre rares qui représentent majoritairement en Chine. C'est la Chine qui détient la plus grande source de minéraux de terre rares. Ça, c'est un enjeu stratégique important pour les autres pays qui veulent commercer comme en compétition dans ce secteur. Ensuite, pour la production de batteries, je pense que, par exemple, en Inde, ils ont aussi des véhicules électriques pleins. Mais il ne faut pas la quantité de la batterie quand même, pour sinon faire comme le reste des petits véhicules. Oui. Donc, je pense que, donc, par exemple, dans les pays comme alternative à la Chine et aux États-Unis et en Europe, comme les autres marchés émergents, par exemple, du BRICS, comme ils n'ont pas de. Comme la chaîne d'approvisionnement n'est pas assez complète pour produire des véhicules concurrentiels. Sinon, comme. Il y a aussi avec Taïwan, comme je pense que c'est grâce à des semi-conducteurs. Ouais. Comme si Taïwan est attaqué des. Parce que c'est une base importante des semi-conducteurs, donc ça va créer un problème deuxièmement pour les autres alliés des pays occidentaux. Donc, est-ce que vous pouvez voir comme des alternatives pour les pays, c'est comme d'éviter ce genre de culture d'approvisionnement si la Chine tourne contre comme un conflit? Comment éviter les ruptures d'approvisionnement? C'est des pays occidentaux, par exemple, si la Chine impose un embargo ou un blocus sur de manière à ce que les relations se détériorent plus dans le Canada. Comment on pourrait éviter les ruptures d'approvisionnement, c'est ça? Je pense qu'on ne pourra pas. La Chine est comme des autres pays occidentaux. Oui. Je pense que les pays occidentaux, s'il y a un blocus sur Taïwan ou s'il y a un conflit avéré à Taïwan, en fait, tout le monde va en pâtir. Hein. Ça, je pense que c'est très net. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle à ça. Après, je pense que sur les véhicules électriques, si j'ai bien compris votre question, vous dites en fait, je crois que ça a été dit tout à l'heure et je n'ai pas répondu en plus. La question des véhicules électriques, en fait, la question des batteries, aujourd'hui, elles sont essentiellement faites en Chine et elles ont en fait des métaux en leur sein qui sont essentiellement produits par la Chine. C'est vrai dans les deux cas. En fait, si vous voulez, la tension pour l'Union européenne, typiquement les États-Unis, je pense que c'est moins une tension, mais pour l'Union européenne, c'est son objectif zéro carbone. D'accord ? C'est-à-dire que l'Union européenne, à la fois, elle veut protéger son marché des véhicules électriques de la Chine, et en même temps,
elle a un objectif zéro carbone qui clairement sera beaucoup plus facilement atteignable en termes de véhicules si elle importe la totalité de ses produits de Chine. Je pense que pour autant, sur le marché du véhicule électrique, il y a le marché de la batterie, il est différencié. Donc du coup, c'est à mon sens un peu différent, mais je pense qu'on est complètement dépendant de la Chine en termes de métaux. Ça, c'est clair que pour le moment, c'est un outil qu'elle a décidé, auquel elle renonce. Mais je pense qu'elle est très consciente de cette, si vous voulez, cette arme potentielle. Et si vous voulez, c'est pas pour rien que en France et en Occident, les ministères de la Défense s'intéressent à ces dépendances-là. Parce que pour eux, vraiment, en fait, ça peut mettre à risque, au-delà du système commercial, ça peut mettre à risque, en fait, par exemple, la production militaire dans le cadre d'un conflit, en fait, tout simplement, les approvisionnements, très, très clairement. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de solution à ce problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dépendant de la Chine sur les batteries, on est dépendant de la Chine sur les terres rares, et en fait, demain, a priori, on ne sera pas moins dépendant. Donc, du coup, en fait, si vous voulez, il y a un peu un arbitrage à faire entre des valeurs. Si vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Est-ce que vous voulez faire respecter le droit commercial international et donc, du coup, vous dites à la Chine et protéger, en fait, vos producteurs de véhicules ou est-ce que, finalement, vous voulez beaucoup plus atteindre l'objectif zéro carbone? La question, elle se pose. Et c'est vraiment un arbitrage politique à faire. Oui. Oui, je n'avais pas de question, mais merci beaucoup pour tout l'exposé. Mais là, me vient une question, c'est que vous êtes en train de, c'est très intéressant d'émettre que les facteurs de décision en Europe seraient quand même la politique zéro carbone, ce qui est incroyable. C'est-à-dire, on serait, vous dites, et je trouve ça très intéressant, qu'un des arguments pour ne pas bloquer les voitures électriques, les batteries, les chips, même de Chine éventuellement, ce serait qu'il faut respecter la politique zéro carbone qui s'en vient, donc on ne peut pas les bloquer. Alors qu'ici au Canada, c'est même pas un facteur, aux États-Unis encore moins. Et donc, je trouve ça intéressant d'échanger que le Canada et que l'Union européenne aient cet objectif commun, parce qu'on a notre. Je ne sais pas si vous savez, on a supposément le Guy Lafleur de l'environnement au Canada qui n'a absolument rien fait. C'est la vedette du hockey qu'on a laissé sur le banc pendant 2 mandats. Et pourtant, qui était un grand activiste, qui avait même monté la tour de Sienne. Or, pour la jeunesse, c'est totalement catastrophique ici, même pour nous. Et donc, ça devient un facteur très intéressant que le zéro carbone. Je ne pensais pas que c'était aussi important. Parce que là, vous mettez zéro carbone plutôt que la politique sécuritaire des technologies chinoises contre l'Europe. Il nous reste le temps pour les 2 dernières questions. Les 2 personnes qui avaient levé la main, monsieur et monsieur. Et puis, ce sera, on va être obligé de conclure après. Je peux commencer. C'est très intéressant votre présentation et vous avez mentionné disons, des relations bilatérales et aussi des relations multilatérales. Et je pense que par rapport aux pays européens, le Canada est dans une situation un peu particulière parce qu'elle se trouve dans l'accord commercial avec les États-Unis et avec le Mexique. Maintenant, c'est l'USMCA. Et selon les médias, maintenant, la Chine a, depuis le début de la guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine a beaucoup investi dans la production au Mexique. Et maintenant, même au Canada, aujourd'hui, il y a des politiciens qui disent qu'il faut imposer disons, durcir les positions envers le Mexique pour éviter que la Chine utilise le Mexique pour faire le dumping au Canada. Et dans votre avis, quelle sera peut-être une bonne approche pour le Canada de faire avec la relation commerciale avec le Mexique? Ok. Alors, effectivement, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a beaucoup, il y a une partie des
exports chinois vers les États-Unis qui passent par le Mexique pour éviter les tarifs. Okay. Et donc, du coup, j'imagine qu'on va dire la même chose, vu que c'est un free trade zone, hein, on va dire la même chose sur le Canada. Moi, je pense que, si vous voulez, comment dire, je pense qu'on ne peut pas, après, dire à la Chine, vous n'avez pas le droit, vous passez par le Mexique, si à la base, les sanctions qu'on met en place sont des sanctions illégales. Pour moi, ça ne fait pas sens. D'accord ? Par contre, je pense que le Canada pourrait user en fait des méthodes, des outils de défense économique classiques, des procédures anti-dumping, par exemple, directement vis-à-vis de la Chine en disant que ça passe par le Mexique, typiquement. Enfin, l'Union européenne, c'est ce qu'elle fait, elle utilise des outils, un arsenal d'outils qui sont compatibles avec l'OMC pour pouvoir faire ça. Je pense que, clairement, pour le Canada, de partir en frontal bilatéral avec la Chine, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce que vraiment, en fait, si vous voulez, l'Union européenne, commercialement parlant, elle est plus grosse que la Chine. D'accord ? Elle est plus costaud. Donc, du coup, elle arrive, si vous voulez, c'est le poids lourd. Hein. Vous avez un poids lourd contre un autre poids lourd. Le Canada n'est pas dans la même position. D'accord ? Donc, du coup, ils arrivent face à la Chine dans une position vraiment de faiblesse. On l'a vu avec les véhicules électriques. Hein. La Chine, les Canada étaient tout contents, là, 100% sur les véhicules électriques. Et derrière, la Chine, ouah, canola, allez. Et en fait, si vous voulez, le Canada, il est beaucoup, beaucoup plus dépendant du marché chinois sur ce segment-là. Ça lui fait très, très mal. Alors que les sanctions, étant donné qu'elles étaient préventives, ben, elles n'ont rien fait à la Chine, vu qu'elle ne vendait déjà pas de véhicules électriques au Canada. Vous voyez ? Donc, je pense que, globalement, en fait, il y a une chose, il faut vraiment respecter les règles. Je pense que c'est important. Ça permet aussi d'avoir la légitimité derrière soi. Et la Chine, vous voyez, avec l'Union européenne, franchement, l'Union européenne, elle lui met des tarifs énormes. Et la Chine, derrière, elle fait un petit truc sur un brandy, 2 trucs sur du lait, voilà, pour le porc un petit peu, et c'est tout, en fait, parce que c'est difficile à contester. Par contre, des sanctions unilatérales, ça, si vous voulez, ça permet à la Chine d'avoir la légitimité derrière elle et de dire, regardez, les Occidentaux, en fait, ils ont édicté des règles, ils ne les respectent pas, ils font de l'anti-Chine, nanani, nanani, nanana. Et en plus de ça, eh ben, la Chine, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle fait des contre-sanctions, mais par contre, elle est intelligente, elle choisit un secteur qui va vraiment faire très mal au Canada, en fait. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, si vous voulez, le Canada, en voulant suivre les États-Unis, fait des choses qu'il n'est pas en capacité d'assumer, à mon sens, en termes de puissance, en termes commerciaux purement et uniquement. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, pour un État comme le Canada, la voie multilatérale, la voie par les règles, et éventuellement des investigations hein, pour du dumping, pour de la subvention, c'est tout à fait souhaitable. Mais par contre, respecter les règles, c'est absolument nécessaire quand on a un différentiel de taille aussi important. La toute dernière question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre question. J'avais une question à propos de l'équilibre des puissances. En fait, quand je vous entendais dire des collaborations avec la Chine, etc., je me demandais, est-ce que pour vous, les collaborations européennes avec la Chine pourraient amener à un déséquilibre des puissances dans la mesure où l'équilibre Europe, États-Unis, BRICS, Chine, etc., pourrait potentiellement énerver entre guillemets les États-Unis et faire un déséquilibre dans l'échiquier géopolitique, comme ça se passe par exemple, si je prends un exemple minime avec la Chine qui arrive en Europe, comme le port du Pirée avec la Chine qui arrive par la Grèce. Est-ce que cette arrivée de la Chine, en plus à apporter avec des potentielles collaborations, pourrait amener un déséquilibre avec les États-Unis Vous voulez dire des problèmes ou dans un autre, oui, des problèmes géopolitiques comme Oui, je pense que si vous voulez, la Chine, l'Union européenne, alors rétablissons les choses, l'Union européenne n'est pas une puissance mondiale. Okay, c'est une puissance commerciale dans le monde, mais le reste des autres sujets, pas du tout. D'accord ? Pour le coup, le Canada est bien plus puissante que l'Union européenne sur les questions de défense. Voilà. Remettre l'église au milieu du village, là, parce que je vous présente l'Union européenne comme si c'était quelque chose de faramineux, mais pas du tout. Au niveau commercial, c'est super, mais sur le reste, pas du tout. Donc je pense qu'en fait, si vous voulez...
effectivement, l'Union européenne, quoi qu'elle fasse, là, elle va avoir des problèmes. C'est-à-dire que, en tout cas, ce qui a été dit, il y a le nouveau commissaire européen au commerce qui a expliqué qu'ils allaient faire une main tendue à Trump et que si la main tendue n'était pas acceptée, all hell broke loose, hein, c'est prévu. Donc, du coup, l'Union européenne est prête vraiment pour une guerre commerciale très intense avec les États-Unis, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Trump a dit vouloir mettre entre 10 et 20% de tarifs voilà, sur les produits extérieurs, y compris les pays de l'Union européenne. Comme je vous disais tout à l'heure, les importations américaines sont constituées à 25% de produits européens. Donc, du coup, l'Union européenne, en fait, va vraiment faire face. Et une des possibilités pour elle de faire face, c'est tout simplement, en fait, à nouveau, de se retourner vers la Chine pour comment dire, augmenter le commerce qu'elle avait cessé, quoi. Voilà. Dans ce cas, ce serait un peu une collaboration monde versus États-Unis, et dans ce cas, ce serait en soi, si je puis dire, bénéfique de personne. Mais l'Union européenne, elle ne va jamais rompre les liens avec les États-Unis. Je pense qu'il faut... Ça, c'est vraiment quelque chose de très clair. C'est-à-dire que, identitairement, l'Union européenne, elle est quand même très attachée à certains principes, d'accord, y compris le libéralisme économique, tout ça. D'accord. Donc pour elle, c'est identitaire, c'est pas juste elle est libérale en fait, c'est son cœur est libéral, elle a été créée pour ça. Et donc du coup, quelque part, elle préfère coopérer avec les États-Unis, elle va toujours préférer coopérer avec les États-Unis, ne serait-ce parce que, en fait, elle n'a pas vraiment le choix pour d'autres raisons qui l'engagent, notamment la guerre en Ukraine. Donc du coup, si vous voulez, il y a quand même une tension aujourd'hui, on n'a pas des situations complètement séparées avec le commerce d'une part où l'Union européenne, elle pourrait faire ses petites affaires avec la Chine normale, faire ses petites affaires avec les États-Unis normales, et qu'il n'y ait pas du tout d'impact de ces affaires-là sur le reste des compétitions de puissance, particulièrement dans le cadre des questions sécuritaires. Donc je pense qu'il va y avoir des choix qui vont être faits. Aujourd'hui, le commissaire européen dit qu'il va mener une guerre commerciale contre les États-Unis. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il va le faire, d'une part, et d'autre part, qu'en fait, il ne va pas, si vous voulez, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver un accord. Il n'y a pas le choix. Et puis même, imaginez 2 secondes, les États-Unis. Il n'y a plus d'importation européenne, il n'y a plus d'importation chinoise, mais ils vont faire comment en fait? Ils vont avoir un taux d'inflation monumental. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier que les Américains, ils ne vont pas arrêter de vivre comme des Américains du jour au lendemain. D'accord? Et en fait, concrètement, leur système, leur modèle de production, il est dépendant des importations. Donc du coup, en fait, les Américains, au bout d'un moment, Trump, il est bien beau, il est bien gentil, mais en fait, à un moment donné, il va bien falloir importer de quelque part. Okay. Donc, sur cette... on aurait encore plein de questions à poser à Camille, puis juste pour répondre, Trump will fix it, donc ne vous inquiétez pas, tout va être réglé. Avant de remercier Camille, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus, et toutes vos questions étaient extrêmement intéressantes. Je suis sûr que vous en auriez encore plusieurs. Je vous invite à consulter son LinkedIn et les publications qu'elle fait régulièrement avec ses vulgarisations d'articles très pertinents par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, et notamment aussi à ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Vous allez voir un petit peu son opinion et la manière dont les choses évoluent par rapport à ça aussi. Vous aurez des réponses à vos questions en cours de route. Puis je voudrais aussi beaucoup remercier Camille, ça a été extrêmement intéressant. Et je souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.